C'est ici que la Révolution française commence, le 12 juillet 1789, alors que le renvoi du ministre des Finances Necker vient d'être annoncé, une manifestation spontanée se forme. La foule porte en triomphe un buste de cire de Necker et exige du roi qu'il le rappelle immédiatement. Necker, pour parer à la banqueroute qui menace l'État, a proposé de répartir les impôts plus équitablement et d'imposer également l'aristocratie. Ce faisant, il s'est attiré les foudres de Versailles et de la cour, mais il est devenu le chouchou du peuple de Paris. Perché sur une table de café, le journaliste Camille Desmoulins harangue la foule. Citoyens, vous savez que la nation avait demandé que Necker lui fût conservé, et on l'a chassé. Après ce coup, ils vont tout oser. Et pour cette nuit, ils méditent peut-être une Saint-Barthélemy des patriotes. Aux armes, citoyens. À quelques pas seulement du Palais Royal se trouve le Jardin des Tuileries, un lieu très prisé des promeneurs. C'est vers ces jardins que le 12 juillet 1789 se dirige le cortège réclamant le retour de Necker dans ses fonctions. Mais un régiment du roi disperse violemment la manifestation. Pendant que le peuple arpente les rues, les députés de l'Assemblée nationale sont réunis dans la salle du Jeu de Paume, à Versailles. Le roi menace de dissoudre l'Assemblée nationale et d'en faire arrêter tous les membres. Mais les députés ne cèdent pas. Ils font le serment de rester réunis jusqu'à ce qu'une constitution soit rédigée. Les députés veulent également abolir les privilèges de la noblesse et du clergé, car pour l'heure, le poids des impôts est supporté exclusivement par le tiers-État. Les cultures sont dévastées. Suite aux récoltes désastreuses, les paysans n'ont pratiquement plus de graines pour les semailles de 1789. Le peuple redoute la famine. Le manque de pain ne fait qu'exalter la colère populaire contre le système d'imposition arbitraire du roi. Le 14 juillet, l'hôtel de ville devient le centre politique de la Révolution. La veille, le maire a été destitué et une administration provisoire a été nommée. C'est le comité permanent, légitimé par le peuple, mais pas par le roi. Le comité permanent organise l'insurrection. Il se dote d'une milice, la garde bourgeoise, et distribue des armes et de la poudre. Il n'y a plus rien? C'est pas possible, silence! Le reste de la poudre est en sûreté à la Bastille. L'armée veut éviter qu'elle retombe entre les mains de la garde bourgeoise. Prends-moi ça. Citoyens, prenez toute la poudre qui est ici et allons ensemble à la Bastille. Ouais, très bien. À la Bastille, ce cri est l'étincelle qui embrasera la foule. La Bastille fait partie des fortifications de Paris construites au Moyen Âge. Depuis le XVIIe siècle, elle sert de prison au roi de France. Au premier regard, la Bastille faisait une impression effrayante. Marchons à la Bastille. Ce coup de tonnerre, dont aujourd'hui encore on ignore l'origine, marque le début de la prise de la Bastille. De toute la ville, les gens accourent pour savoir ce qui s'est passé. Au bout du passage, une porte barre la route à la foule. Un artisan l'escalade et l'ouvre de l'intérieur. Mais ensuite, un fossé d'enceinte arrête définitivement la progression des insurgés. Le siège commence. Que doit-on faire? Delaunay, totalement dépassé par les événements, va donner un ordre qui sera lourd de conséquences. Eh bien, tirez. Attention, abritez-vous. Mettez-vous. Delaunay vient d'entrer en guerre contre le peuple.
Sous une pluie de balles, plus de 80 assiégeants sont tués. D'autres sont mortellement blessés. Nous devons prendre la Bastille. Les Delaunay résistent au peuple. Sans renfort, nous n'y arriverons pas. Allons à l'hôtel de ville. Ouais. Mes frères, êtes-vous des citoyens? Vous êtes de courageux citoyens français. Vous avez entendu les canons. Ils assassinent des citoyens de Paris et vos camarades. Ce sont vos frères qui se font massacrer. Ils abattent nos pères, nos femmes et nos enfants comme du bétail. Vous les laissez vous massacrer alors que vous seriez assez forts pour punir ces traîtres. Il a raison. Les soldats de la garde française se laissent convaincre par Hulin. Sous les acclamations de la foule, ils se dirigent vers la Bastille. Un millier d'artisans et d'ouvriers avaient commencé le siège de la Bastille sans aucun espoir de succès. L'arrivée de Hulin change la donne. Delaunay l'a également compris. En voyant les canons, il perd tout espoir. Vous n'allez tout de même pas capituler et leur livrer la Bastille. Nous avons la situation en main. Il faut tenir la Bastille coûte que coûte. Nous en avons le devoir vis-à-vis du roi. Nous disposons de poudre en quantité. Nous avons des armes et des canons. Si vous capitulez, le roi vous enverra à l'échafaud parce qu'en tant que gouverneur, il est de votre devoir de vous battre. Je ne peux pas, je ne vais tout de même pas faire la guerre contre la ville tout entière. Ce serait pure folie. Ils ont même des canons maintenant, ils vont pouvoir entrer et tous nous massacrer. Nous ne pourrons jamais tenir contre toute la ville, à moins d'une boucherie. Et puis c'est le peuple de Paris. Non, je n'ai pas le choix. Apportez-leur cette capitulation. Mais silence! Calmez-vous! Ils nous font passer un mot! Parole d'honneur d'un officier de la garde bourgeoise! Le peuple dit oui à la capitulation! Ouvrez-nous la porte! Et je vous jure que ça se passera bien! Il capitule! Il capitule! Sans attendre l'ordre de Delaunay, les gardiens de la Bastille firent descendre le pont-levis. Plus rien ne nous arrêterait. Des cris réclamèrent vengeance, disant qu'il y avait eu trop de morts. Tous n'avaient pas entendu qu'Élie avait promis la liberté aux tenants de la Bastille. La colère du peuple se déchargea sur les soldats. Aucun d'entre eux ne se défendit. Ils déposèrent les armes sans combattre. Delaunay a confiance en la parole donnée par Élie. Il est convaincu qu'il pourra se retirer librement. Mais la foule ne l'entend pas de cette oreille. Une meute exaltée traîna le gouverneur par les rues de Paris pour le lyncher. On lui reprochait d'avoir fait tirer sur la foule et d'avoir causé la mort de 98 d'entre nous. Plus tard, on le surnomma le monstre de Delaunay. Il méritait en effet un juste châtiment. Mais ce qui se passa alors outrepassa la parole d'honneur que nous avions donnée. Un boucher lui trancha la tête. Quel pouvait être le sens d'un si cruel trophée de victoire? Le peuple prend sa vengeance. La tête de Delaunay est emportée en triomphe vers l'hôtel de ville. La Bastille est prise et les portes sont ouvertes. Les gens sont ivres de bonheur. En 24 heures à peine, le peuple parisien avait conquis ses propres libertés, les armes à la main. Non par noblesse d'esprit, mais par peur. Le soir même, un entrepreneur particulièrement zélé
rassemble ses ouvriers et commence à démolir la Bastille. Les pierres de l'édifice ont été recyclées en reliques patriotiques. Chaque département s'est vu offrir une Bastille en miniature portant l'inscription « Liberté, égalité, fraternité ». Louis XVI a été informé des événements qui se sont déroulés à Paris. Mais dans son journal personnel, à la date du 14 juillet 1789, il écrit « Rien ». Versailles dort. Seul l'intendant du roi, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, veille et se demande s'il doit réveiller Sa Majesté. Le devoir lui commande de le faire, car en cette journée, tout vient de basculer. Sire, la situation est désormais sérieuse. La garde française s'est alliée au peuple. La Bastille a été prise. Mais c'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. En ce 14 juillet, dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, les députés de l'Assemblée nationale siègent jusqu'à tard dans la nuit. Eux aussi ont été informés des événements qui ont eu lieu à Paris. La Rochefoucauld-Liancourt arrive pour leur signifier que le roi se présentera le lendemain devant l'Assemblée nationale. Les députés ont désormais bon espoir, d'autant plus que les troupes du roi ont refusé d'intervenir contre eux. Les députés savent que le roi n'a d'autre choix que celui de capituler et de se rendre à son destin. Avec sérénité, ils attendent à présent que le roi reconnaisse l'Assemblée nationale comme représentation légitime de la nation. 3 jours plus tard, le 17 juillet, le roi se rend à Paris. Il est convaincu qu'il vaut mieux se placer à la tête du mouvement que de s'y opposer. Il est accueilli par une foule en liesse. Dans un acte hautement symbolique, il s'apprête à reconnaître la garde bourgeoise et le comité permanent comme le nouveau gouvernement de Paris. Devant l'hôtel de ville, Bailly, le nouveau maire de Paris, remet au roi la cocarde bleue et rouge du peuple. Spontanément, Louis XVI la fixe à côté de la cocarde blanche de la monarchie. Le drapeau tricolore vient de naître. Il faudra attendre un siècle après la prise de la Bastille pour que le 14 juillet devienne fête nationale.